Chers spéculateurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo hebdomadaire du samedi. Donc cette semaine, comme d'habitude, on va parler du Bitcoin, de l'Ethereum, de l'EOS. Sur l'Ethereum, on a un break baissier. Est-ce que ça y est, c'est la fin? On n'est plus du tout, on est sorti du cycle de hausse sur le marché des cryptos ou pas? Le Bitcoin, il semble bien se maintenir sur des plus hauts, mais est-ce qu'au final, on n'est pas dans une figure de retournement de tendance qui va entraîner le Bitcoin vers une puissante chute au cours des prochaines semaines? Ou est-ce qu'au contraire, on est en train de tout simplement digérer la précédente hausse pour accueillir la prochaine hausse à la fin de l'année 2019? On va parler de tout ça dans cette vidéo, mais avant, je vous présente ma petite souris. Relève-toi, petite souris. Ce que tu as oublié en t'attaquant à la bourse, c'est qu'il faut agir différemment des 90% de boursicoteurs. Et pour apprendre à faire cela, il te faut rejoindre un groupe très fermé de personnes dans lequel tu apprendras à faire deux choses. Tout d'abord, tu apprendras à spéculer sur les actifs les plus prometteurs dans le but de générer une rentabilité hors du commun et sans risquer ta chemise. Cela te réclamera moins d'une demi-heure chaque soir. Puis ensuite, tu apprendras à gérer un portefeuille long terme qui sécurisera ton avenir financier et ta retraite. Je serai ton professeur car tout cela je l'enseigne dans mon école de bourse en ligne, LSL le spéculateur libre. L'unique problème, c'est que les inscriptions n'ouvrent que quelques jours une fois par an. Si tu ne veux pas qu'une autre sourisette te prenne ta place à la rentrée de septembre, clique sur le lien en descriptif et laisse-moi ton contact email. Au début du mois de septembre, je t'enverrai des informations pour rejoindre notre communauté. Rendez-vous le 1er septembre. Analyse du marché des cryptos, on commence par le Bitcoin côté contre de l'euro. Donc en mensuel, rien ne change, hein. Vous le voyez, on est toujours sur ce mois d'août qui talonne là la résistance historique sur le Bitcoin ici, hein. Donc là, rien n'a changé. En hebdomadaire, on est en train de construire un petit triangle chartiste, un triangle de consolidation. Là, ce qui est bien, c'est que cette semaine, vu qu'on a baissé, ça a mis en avant le niveau de pivot, hein. Là, on peut le tracer très clairement, ce niveau de pivot qui est autour de 11 050, 11 040, enfin autour des 11 000. Donc là, en gros, ça devrait être une zone qui devrait servir de résistance. Si elle est tapée à plusieurs reprises au cours des prochaines semaines, des prochains mois, et qu'ensuite on a un break, une cassure à la hausse, là, ça signalera un puissant retour des acheteurs. On en est loin pour le moment, mais voilà, ça, quand on a un beau pivot qui est bien identifié, qui sert de point de référence, et bien quand ce point de référence est par la suite cassé à la hausse, c'est un puissant signal d'achat. Ensuite, bien sûr, hein, c'est pas parce qu'on a un triangle de continuation haussière que ça va continuer à la hausse, hein. On peut très bien casser par le bas. L'avenir nous le dira. En tout cas, voilà, ça c'est une configuration typique de continuation de tendance, hein. C'est assez bullish. Donc, affaire à suivre sur le Bitcoin. Ensuite, sur l'Ethereum, on a plus de volatilité, une dégradation, puisqu'on a eu on est en train d'effectuer une cassure en hebdomadaire de ce petit pivot, mais à la baisse. Donc là, on a la prochaine zone de résistance qui est autour des 140, 130, 140. Donc ça ne remet pas en cause la dynamique du nouveau cycle de hausse. Simplement, vous voyez que là, la figure de consolidation haussière, elle devrait davantage s'orienter comme ceci, hein. Donc si on vient chercher la zone de support, on devrait rebondir et avoir, si on a une consolidation qui ressemblera davantage
à ceci, avec toujours cette attente du signal d'une belle cassure haussière suite à une petite consolidation des prix, bien avec une amplitude des prix qui est bien resserrée autour du pivot. C'est vraiment moi ce que j'attends pour prendre position sur le nouveau cycle moyen-long terme sur les cryptos et sur le Bitcoin notamment. Donc voilà, là à très court terme, l'Ethereum est un petit peu dégradé, donc plus de volatilité à prévoir sur la grosse construction de cette consolidation. Vous le voyez d'ailleurs, les bandes de Bollinger ici sont en train de se resserrer, donc elles devraient prendre ce genre d'allure, si tout va bien, elles devraient, alors je vous le trace, hop, hop, et là ça devrait continuer, hop, ça devrait, voilà, les bandes de Bollinger devraient faire ce genre de choses, un espèce de tunnel, un espèce de canal dans lequel on a une figure de consolidation qui devrait bien se construire. Donc ça c'est vraiment dans le cas où le vrai cycle de hausse sur le Bitcoin a débuté depuis la première semaine d'avril 2019 avec la première vraie consolidation en hebdomadaire dont je vous parle depuis pratiquement depuis 2 ans maintenant, 1 an et demi. Donc voilà, on y est là, on y est en train de la construire. Ensuite sur l'IOS. L'IOS, c'est pas dégradé à court terme, simplement vous voyez que là on a le petit point d'inflexion qui prend un petit peu plus de temps, donc affaire à suivre. Si on casse à la hausse ce point d'inflexion, on devrait probablement aller chercher cette zone de résistance qui fera office de pivot et si on tape à de nombreuses reprises sur ce pivot et que les fluctuations de cours se réduisent, on aura une très belle pattern de continuation de tendance pour prendre cette probable puissante vague de hausse sur l'IOS. Et de manière générale, de toute façon, c'est quelque chose qu'on... Voilà, si la pattern, la consolidation dont je vous parle sur l'Ethereum, sur l'IOS, sur le Bitcoin se matérialise, ce sera quelque chose qui se fera en symbiose, en simultané sur l'ensemble des majeurs de toutes les cryptos. On le voit bien, le Bitcoin tient bien beaucoup mieux la tendance haussière. Il reste vraiment, il chapote, il teste, il reste capé là sur ses plus hauts historiques, tandis que les autres cryptos ont plus de volatilité et sont moins montés. Mais voilà, le vrai top départ du nouveau bull market, je vous le répète depuis des trimestres et des trimestres, c'est sur cette consolidation que l'on est en train de construire en hebdomadaire. Et là, toutes les petites patterns en daily, c'était cool pour faire du swing trading daily et capturer les petits mouvements. Mais le vrai gros mouvement de hausse dont j'arrête pas d'en parler semaine après semaine. D'ailleurs, je me suis fait exploser dans les commentaires en me disant « Cédric, regarde là, tu nous fais louper ça, nanana. » Donc déjà, je vous fais rien louper. Moi, je vous donne simplement mon analyse du sentiment de marché. Je vous explique comment j'opère sur les marchés financiers et pourquoi moi, ce genre de mouvement en daily, ça m'intéresse pas plus que ça dans le cadre des cryptos, puisque moi, mon seul intérêt dans les cryptos, c'est de faire 1 ou 2 trades par an, mais que ce soit des trades qui soient ultra ciblés. Je ne veux pas m'amuser à faire 1, 2, 3, 4, 5, 10 trades dans l'année. Je préfère en faire un seul, mais après garder ma position sur plusieurs trimestres, voire plusieurs années pour capter le plus gros de la tendance sur le marché des cryptos. Mon but, c'est pas du tout de faire de la spéculation active, c'est pas de faire du day trading, c'est pas du tout mon optique. Donc si vous voulez agir, opérer sur des petites unités de temps, c'est pas la peine de vous attendre à ce que je vous donne des signaux sur des petites unités de temps ou que je vous dise là ça va monter pour 3 jours, ça va descendre pour 3 jours. Déjà parce que je fais des analyses hebdomadaires, donc l'unité de temps de référence que je dois utiliser c'est de l'hebdomadaire, c'est pas du daily ou de l'intraday. Et sur la base de l'hebdo, ce sont les patterns en hebdo que l'on va aller identifier. Et là, on est en train de la construire, cette fameuse pattern en hebdo. Donc voilà, pour le marché des cryptos, on est toujours dans cette construction qui devrait prendre encore plusieurs semaines, voire plusieurs mois. En tout cas, c'est en développement. Analyse du sentiment de marché, on est parti avec le SP500 qui cette semaine n'a pas bougé d'un poil. Il a absolument il a répliqué la même semaine que la semaine précédente, vous le voyez.
La semaine d'avant, on avait une grande mèche vers le bas avec un petit corps. Là, on a une grande mèche vers le bas avec un petit corps. Donc, on est toujours en train de travailler sur le SP500, le bas de ce canal haussier hebdomadaire. Donc, effectivement, comme je vous l'avais expliqué la semaine dernière, c'est une zone qui intéresse les acheteurs. Donc, est-ce que le mouvement va rebondir depuis ces niveaux ou est-ce qu'on va aller chercher le prochain support? L'avenir nous le dira. En tout cas, voilà, on est sur un niveau assez significatif qui est en train de faire réagir les acheteurs. Est-ce qu'ils vont reprendre la main ou pas? L'avenir nous le dira, je me répète, mais voilà, je ne lis pas dans l'avenir. Le Nasdaq est dans le même genre de contexte de situation, on est sur le bas du canal haussier hebdomadaire, donc zone d'accumulation potentielle ici, donc probablement un point d'inflexion avec un rebond vers le haut du canal au cours de la deuxième partie de l'année 2019. Donc là, on est vraiment dans une situation où les marchés peuvent prendre un tournant à nouveau à la hausse. On va aller voir maintenant ce qui se passe du côté du marché européen avec le CAC petite et moyenne capitalisation. Donc là, vous le voyez en hebdomadaire, on a une semaine où on est venu chercher cette zone de support. On est resté au-dessus de la zone de support. Il y a eu cette mèche hop vers le bas, grosse incursion et puis boum, on est revenu ici. Donc là, on est clairement, les acheteurs sont en train d'accumuler des titres sur ce niveau-là et une situation de rebond est bien plus probable qu'une dégringolade des cours vers le prochain support. C'est toujours la logique d'une partie de ping-pong. On a deux adversaires, on en a un en haut, un en bas. Il se renvoie la balle jusqu'à ce qu'il y en ait un qui gagne, donc jusqu'à ce qu'on ait ce qu'on appelle un breakout, une cassure par le haut ou par le bas qui donne la prochaine grande vague, grande dynamique à moyen terme. Donc pour le moment, à moyen terme, on est simplement en train de faire une partie de ping-pong entre ces deux niveaux. Et vous le voyez sur la gauche en mensuel, on voit bien les deux niveaux, niveau de résistance, niveau de support. On est sur le niveau de support, donc on anticipe tout simplement un rebond. Sur le CAC 40 avec dividende brut réinvesti, c'est un petit peu le même genre de situation que sur le marché américain. On a un espèce de canal haussier qui est vraiment, bon voilà, je l'ai tracé, mais en réalité, ce qui a plus de force, c'est la zone rouge et la zone verte, qui est un range horizontal, plutôt que ce petit canal haussier qui a pas trop de... Mais bon, bref, on y est là, on est sur une zone... qui fait réagir les acheteurs. On peut très bien aller chercher un petit peu plus bas et travailler cette zone un petit peu plus bas. En tout cas, voilà, on est sur le marché américain. Si on part du principe qu'il est leader, s'il se met à rebondir, à créer un point d'inflexion en journalier et à valider ce point d'inflexion en journalier et donc à faire repartir le mouvement en hebdo, on ira de manière générale sur tous les indices européens, aller chercher le haut du range. Ensuite, dernier indice, le DAX, l'indice allemand. Pareillement, on est allé travailler cette semaine cette zone de support avec une longue mèche vers le bas, là vous le voyez. Boum, cette longue mèche, on a vraiment bien travaillé le support. Donc là, on va davantage être dans une situation, on va chercher un point d'inflexion, donc une situation de retournement des cours avec un rebond vers le haut du range. Donc voilà, c'est tout pour les marchés américains et européens. Donc on est davantage dans une situation où ça devrait rebondir, donc affaire à suivre sur le marché américain notamment. En tout cas, sur le marché européen, on est sur des zones de support, donc des zones où les acheteurs devraient intervenir. Sur le marché américain, on est là aussi sur une zone stratégique où les acheteurs pourraient se mettre à réaccumuler des titres. Donc affaire à suivre au cours des 2-3 prochaines semaines, on sera fixé puisque si on construit en hebdomadaire, en journalier, ce point d'inflexion sur les indices européens et américains et qu'on le valide par une cassure haussière, eh bien on aura cette vague de rebond qui va concerner le dernier trimestre, les 2 derniers trimestres de l'année 2019. Donc tout cela est en construction, on suit ça de près et voilà, on reste dans un money management qui reste défensif. Donc si vous trouvez des opportunités, il n'y en a pas beaucoup en ce moment. On voit que le point d'inflexion est en train de se construire aussi sur les screeners. On a très peu. Il y a des actions qui sont présentes, mais qui n'ont pas encore breaké, donc qui n'ont pas encore cassé à la hausse. Et les actions qui cassent à la hausse, ce sont des actions qui sont absolument mochissimes, qui ne sont pas des patterns qui retiennent notre attention pour initier des trades. Donc là, dans ce contexte de marché, autant sur les indices que sur les screeners, les deux nous confirment une situation identique qui est celle d'attendre le nouvel arrivage, la nouvelle velléité de la part des acheteurs
qui, s'ils arrivent sur les actions, ça va se répercuter sur les indices et nous, sur nos screeners, eh bien, on va avoir à nouveau des beaux breakouts sur des belles patterns, ce qui n'est pas encore le cas actuellement. Alors, cette semaine, je vous ai publié sur le blog et sur la chaîne YouTube un superbe article que j'ai converti au format vidéo et qui s'appelle « Si je perds, c'est la faute des autres ». Et je vais vous parler dans cet article vidéo, donc vous avez le lien en descriptif de cette vidéo si vous voulez aller le consulter. Je vais vous parler d'une étude qui montre et qui démontre même à quel point notre entourage nous conditionne à réussir ou tout simplement à échouer. Donc ça, c'est un test qui a été mené je ne sais pas combien de fois, je sais, vous aviez le test Pygmalion, vous voyez là ça s'appelle, alors attendez, ça s'appelle « Comment enseigner le découragement ». Donc c'est une étude qui a été menée sur une classe d'élèves avec une succession de 3 exercices et vous allez voir que les résultats sont absolument hors du commun. Je vais aussi vous parler du Bitcoin, des 3 types de spéculateurs, enfin d'investisseurs, de holders, de boursicoteurs sur le Bitcoin et pourquoi ils en sont venus à gagner de l'argent, pourquoi il y en a certains qui en ont perdu, pourquoi il y en a certains qui en ont gagné et vous comprendrez à quel point leur entourage les a beaucoup plus amenés à obtenir ce résultat de gagner ou de perdre que leurs propres compétences, que leur réelle capacité intellectuelle ou leur réelle capacité à interagir avec le marché des cryptos. Donc vraiment cet article, il est d'une extrême importance, ça va, je l'espère, vous prouver et vous faire prendre conscience à quel point les gens avec qui vous échangez au quotidien sur votre vision de la vie, sur vos projets, sur vos investissements boursiers, eh bien à quel point ces gens ont un impact direct sur les résultats que vous allez connaître. D'où l'urgence de bien s'entourer de personnes, surtout lorsque l'on parle de certains sujets. Il y a certains sujets que l'on ne peut pas aborder avec n'importe qui. Je sais que quand on est assez jeune, on veut convaincre tout le monde. On est là, ouais, je suis super motivé, j'ai trouvé un nouveau truc, c'est génial, ça fait 2 mois que je travaille dessus, où j'ai découvert une nouvelle méthode, où je me suis mis au jeûne intermittent, où je suis vegan, où je suis carnivore. Bref, on est super excité par le fait de partager sa nouvelle trouvaille et l'expérience qu'on est en train de mener, mais il y a certaines personnes qu'on n'arrivera jamais à convaincre et qui auront au contraire une influence très négative sur nous si on leur parle de certains sujets. Donc l'idée de cet article, c'est vous faire comprendre qu'il y a certains sujets que l'on peut aborder avec certains types de gens et que c'est à nous, nous avons la responsabilité des gens qui nous entourent et des sujets que l'on va aborder avec ces gens. Donc effectivement, quand on perd en bourse ou quand on échoue dans un certain domaine de la vie, c'est de la faute des autres et cette étude va le prouver. Mais c'est aussi de notre faute puisque c'est nous qui avons décidé de nous entourer de ces personnes-là plutôt que d'autres. Donc si l'on décide de s'entourer de personnes qui nous conditionnent à l'échec, c'est indirectement de notre faute. Donc vraiment, allez lire cet article ou regardez le format vidéo de cet article. Il va vous apprendre, je l'espère, beaucoup de choses et j'espère que vous pourrez aussi agir à très court terme sur l'entourage qui vous entoure et remanier un petit peu les sujets de conversation que vous avez avec vos différents groupes de conversation.